soir. Je suis très émue aussi, un peu stressée. Ça sera peut-être pas parfait, mais en tout cas, ça sera très sincère. Donc un grand merci pour votre présence. Donc je remercie Madame Justine Gruet, députée du Jura, de nous faire l'honneur de sa présence. Elle me soutient depuis le début et son aide est vraiment précieuse pour moi. Merci Madame Persil, vice-présidente de la région, Auvergne-Franche-Comté, d'être venue jusqu'à nous. C'est pas tout près quand même. Ça dépend. Je viens de Lons. Monsieur Jérôme Fassenet devait être présent, mais il est retenu par ses obligations, donc il vous prie de bien vouloir excuser. Je tiens surtout à remercier toutes les personnes qui ont rendu cette conférence possible, à savoir Madame Jacqueline Mangin et Monsieur Laurent Bourguignat, pour avoir permis qu'on ait cette salle ce soir. Merci Anselme Hoffmann d'avoir mis le doigt sur le détonateur. Sans toi, je n'aurais peut-être pas commencé. Merci Monsieur Damien Zanetti d'avoir cru en mon projet et de soutenir sa réalisation. Merci Anthony Perrin pour ta confiance et ta collaboration. Merci Salomé, merci Ilona pour votre aide précieuse. Donc si vous cherchez des jeunes recrues en communication, vous les conseillez, ou en assistance de direction. Et puis merci à mon mari qui est mon plus grand supporter, et mon fils aussi quand même. Un grand merci à vous toutes et à vous tous vraiment d'avoir fait le déplacement ce soir. Il fait super beau en plus, donc merci d'être venus vous enfermer. Je m'adresse bien sûr aux élus et aux professionnels, mais je m'adresse surtout aux humains que vous êtes. Et si vous êtes présents ce soir, c'est que cette cause vous touche et c'est déjà énorme. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée ensoleillée. Et j'ai une petite question à vous poser. Alors en dehors des personnes qui travaillent dans l'accompagnement, combien de personnes victimes de violences vous avez croisées aujourd'hui? Je ne vous demande pas de réponse, je vous demande juste une réflexion. Donc mon objectif aujourd'hui n'est pas de vous convaincre du bien fondé de la détection et de la formation pour les violences invisibilisées. Je pense que ça coule de source. C'est quand même important. Je ne vais pas non plus vous noyer sous des chiffres que vous ne retiendrez pas après mon allocution. Je préfère vous donner des informations qui vous toucheront au plus profond de vous, quelque chose qui ne vous laissera pas indifférent. Et j'ai le sentiment que plus nous serons avertis, plus nous serons sensibilisés et plus les paroles pourront se libérer. Et malheureusement, aujourd'hui, quand on parle de violence, on pense souvent à une femme qui a des coups, des bleus partout. Alors ça existe encore, il faut le savoir. Mais les violences, c'est beaucoup plus vaste que ça. D'ailleurs, le mot violence vient du latin violentia, qui signifie force, rigueur, ardeur, fougue, emportement. C'est un phénomène social qui implique des acteurs ou des comportements coercitifs visant à nuire. Donc on imagine souvent, si vous discutez un petit peu autour de vous, que les personnes victimes de violences, ce sont des personnes qui sont issues d'un milieu plutôt défavorisé. Et bien, j'ai malheureusement la mauvaise nouvelle de vous annoncer que non. Ça touche toutes les catégories socio-professionnelles. Et pour vous illustrer ceci, on a décidé de vous présenter 2 extraits de films ce soir. Donc le premier extrait, il va vous toucher par rapport à justement la difficulté pour une victime de s'identifier comme telle. Donc voilà, je vous résume un petit peu la série. Donc, les extraits sont issus d'une série qui s'appelle L'affaire Laura Stern, qui a été diffusée le mois dernier sur France TV. Donc c'est une femme qui a créé une association pour venir en aide aux femmes victimes de violences. Et là, elle reçoit donc une personne qui vient expliquer quelque chose. Donc sa difficulté, c'est donc, comme je vous le disais, d'identifier qu'elle est victime et que la violence, vous allez voir, ce n'est pas forcément physique, mais ça peut être aussi psychologique.
Excusez-moi, je pensais pas que ce serait si compliqué de parler. C'est vous qui êtes victime de violence, madame? Je sais pas si... Enfin, si je peux... Mais je crois. Mais le problème, c'est que j'ai souvent l'impression que c'est moi qui suis folle, en fait, donc... Pardon. J'aurais jamais dû venir, excusez-moi. Vous êtes mariée? Vous avez une alliance? Est-ce que c'est votre mari qui est brutal? Physiquement, non. Non, mais pas du tout. Mais le contact physique, c'est pas du tout son truc. Non, mon mari, Pardon, je me suis même pas présentée. Je m'appelle Camille. Camille Lefebvre avec un B. Je suis maître de conférence à la fac de Nancy. Je suis maître de conférence à la fac de Nancy en musicologie. Et mon mari, il me détruit. De quelle manière, madame? Donc voilà, cet extrait, il est plutôt parlant, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas si vous avez vu la série d'ailleurs. Après, je précise quand même que la série, c'est une fiction et que dans la vraie vie, ça ne se passe pas vraiment comme ça. Mais c'est plutôt parlant par rapport à ce que je vous disais, que les violences ne touchent pas une catégorie socio-professionnelle, elles ne sont pas forcément visibles. La victime a du mal à s'identifier comme telle et c'est vraiment un fléau. Donc là, on parle des violences conjugales, mais dans le harcèlement scolaire, le harcèlement au travail, c'est la même chose. La victime a du mal à s'identifier comme victime, quoi. Donc voilà, on va vous présenter un deuxième extrait. Donc dans ce deuxième extrait, la personne celle-ci, qui n'est pas formée, hein, je précise, elle n'est pas formée à l'accompagnement des victimes, vous allez voir par vous-même ce qu'elle dit. Vous en pensez quoi? Est-ce que c'est moi qui délire ou... Non, vous ne délirez pas, Camille. Donc c'est pas normal? Non, c'est pas normal. Dans cet enregistrement, votre mari est un cas pathologique. Vous n'avez pas d'enfant, c'est ça? Non, il en veut pas. Et vous gagnez bien votre vie? Oui, je gagne bien ma vie. Enfin, je suis maître de conférence. Je comprends pas alors, qu'est-ce qui vous retient avec lui en fait? C'est... Vous venez nous parler de votre souffrance, justement. C'est à cause de lui en fait. C'est lui. Oui, bien sûr. Bah oui, parce que j'ai l'impression que... J'ai l'impression que je vais crever, en fait. Mais à part le quitter, madame, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Vous pouvez rien faire, hein. Vous pouvez pas le changer, on ne peut pas changer les gens. Absolument. Vous m'excusez, j'ai un cours à... Camille, non, attendez. Je suis vraiment en retard. Non, attendez, Camille. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Au revoir. Au revoir. Camille, revenez quand vous voulez. On est là. Mais non, non. On ne parle pas comme ça à une victime. Ah mais je suis désolée, Laura, c'est un connard. Donc elle le quitte, point barre. On est là pour l'aider. On n'est pas là pour la remettre en question. Mais c'est une bourge, elle n'a pas de problème d'argent, elle n'a pas d'enfant avec lui, il la connaît pas, je comprends pas. Bourge ou pas bourge, on s'en fiche. Tu crois toutes les prolos qui sont agressés?
Mais Laura, ce qu'on voit défiler ici, c'est des femmes qui se font agresser, elles se font violer, elles se font cogner par leur mec. Qu'est-ce que tu me prends la tête avec une bourge qui est prof de fac, qui n'a pas les couilles de se casser en fait? Je comprends pas. Jamila, l'emprise, c'est bien plus compliqué que ça, tu sais. Qu'est-ce qu'on peut faire pour elle si elle ne le quitte pas? L'aider, la rassurer, l'accompagner, lui conseiller un psy, et lui faire comprendre lentement que oui, évidemment, petit à petit, elle doit le quitter. Quand il sera temps. Alors dans ce deuxième extrait, ça illustre bien le fait que la formation est importante, parce qu'effectivement, voilà, c'est un cas concret, et en règle générale, il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à réagir comme cette personne, à dire c'est un connard, t'as qu'à partir, ah, voilà, toi t'as les moyens, mais c'est beaucoup plus insidieux que ça, l'emprise, comme il l'a souligné. Et donc il faut vraiment y aller à tâtons et être très prudent dans ses propos. Parce que là, clairement, ce qu'elle est en train de faire, cette personne-là, elle tient des propos culpabilisants. Donc ça en rajoute encore une couche à la victime, qui déjà ne sait pas qu'elle est victime, ou elle est victime d'être victime en fait. Vous voyez ce que je pense que c'est pas clair. En fait, aujourd'hui, quand on est victime et qu'on va se présenter dans un commissariat de police par exemple, il faut déjà avoir la force d'y aller. Et parfois, il peut arriver, alors ça évolue, hein, heureusement, mais que la victime soit considérée comme coupable d'être victime. Enfin, je ne sais pas si je suis claire, mais donc elle subit presque un interrogatoire et du coup elle perd pied. Donc il faut être très prudent dans ses propos. Il ne faut pas juger, il ne faut pas être culpabilisant. Et encore une fois, c'est une personne qui présente bien, qui a un travail. Certes, elle n'a pas d'enfant, elle est dans un milieu social plutôt favorisé, elle gagne bien sa vie. Donc qu'est-ce qui l'empêche de partir? C'est là où ça fait un peu. Il est là? Ça. Si, on te sauve. Et d'ailleurs, pour illustrer ça, j'ai une petite anecdote. L'autre jour, j'ai eu au téléphone la DRH d'une grande banque régionale très bien implantée dans le secteur, qui emploie 1500 salariés et qui m'a affirmé, très sûre d'elle, que sur les 1500 employés de cette banque, personne n'était victime de violence. Ah, je trouve ça extraordinairement formidable. Bravo. Et quand on sait quand même que, selon l'INSEE, en 2021, donc les chiffres ont augmenté, il y avait au moins une femme sur 6 qui était victime de violence, à moins que cette banque n'emploie que des hommes, et encore, parce que là, on parle que des femmes, mais il y a des hommes victimes de violence. Je pense qu'une petite formation à la détection des victimes ne serait pas un luxe. Bref, je ne cherche pas à vous convaincre ce soir, mais au moins à vous faire réfléchir. Parce que les victimes, elles peuvent faire partie de votre entourage, elles font nécessairement partie de votre entourage. Rien ne les distingue par rapport aux autres, si on ne prête pas attention à certains comportements. Donc là, vous avez quelques signes d'alerte. Alors, ça ne signifie pas forcément que si vous souffrez d'anxiété, vous êtes victime de violence, mais je veux dire, plusieurs de ces éléments peuvent apporter des éléments de confirmation, ou en tout cas on se pose la question. Donc les victimes, elles peuvent donc avoir une profession, être isolées dans les campagnes, être le conjoint d'une personne à responsabilité, être de bonne famille, subir des violences mondaines. Et quand je dis qu'elles peuvent être isolées, c'est aussi isolées du système social, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont voilà, dans un milieu où on n'a pas accès à une assistante sociale et on n'a pas connaissance des aides qu'on peut avoir.
Donc elles sont vraiment isolées du système social. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça peut être un enfant, ça peut être une personne âgée en situation de handicap. Ces personnes-là elles peuvent subir des violences physiques, verbales, psychologiques, sexuelles, économiques, administratives. Ça fait déjà beaucoup. Et on ne connaît pas toutes ces violences-là, mais ça existe. Et elles font beaucoup de dégâts. Il faut savoir que les violences psychologiques, en tout cas les blessures psychologiques, sont beaucoup plus difficiles à supprimer ou à effacer que les violences, enfin les coups, enfin les violences visibles. Donc je pense vraiment qu'on a tous le pouvoir de faire quelque chose à notre niveau. Johnny il disait qu'il suffira d'une étincelle pour allumer le feu. Moi, j'aime à penser qu'il suffira d'une main tendue, d'un mot, d'un regard bienveillant, d'une écoute sans jugement, pour que les victimes ne se sentent plus seules, que ces situations ne soient pas une fatalité. Donc pour moi, détecter, c'est protéger, protéger, c'est agir, et agir, c'est se former. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Je passe la parole à Damien, et puis si vous avez des questions, on pourra en parler tout à l'heure. Merci Nadine. Pour moi, tout d'abord, c'était une évidence quand Nadine est venue, nous, suite à un échange avec Ansem, c'était une évidence en tant que directeur d'un centre de formation, donc on est basé à Dole, et en gros de dire, ben oui, typiquement, je suis aussi chef d'entreprise, et ben concrètement, comment je fais quand j'ai une personne ou j'ai une suspicion, en tant que chef d'entreprise, de la prendre en entretien, de pouvoir lui dire éventuellement, est-ce que tu veux qu'on en parle, est-ce que je fais venir quelqu'un de la médecine du travail, un psychologue extérieur, et comment moi, en tant que chef d'entreprise, je vais avoir le droit de, en gros, avoir une ingérence sur cette personne. Et en fait, ça a été une évidence, en fait, quand Nadine est venue m'en parler, de dire, ben, en gros, comment est-ce qu'on va faire éventuellement pour aider éventuellement derrière, en fait, les responsables, les RH, les directeurs, éventuellement dans une structure, au sein de l'entreprise, parce qu'on n'oublie pas qu'on y passe un petit paquet de temps en fait au sein de nos entreprises, et donc la détection peut être aussi réalisée à ce niveau-là. Et donc comment est-ce qu'au sein d'une entreprise on va pouvoir le faire? Et en fait l'objectif a été de construire avec Nadine, là c'est une petite photo de notre centre de formation, donc on est centre de formation en Dole. L'objectif en fait il était de construire du coup une formation sur en gros comment bien réagir par rapport à ça. Comment bien réagir, c'est-à-dire en gros, je détecte vraiment, il y a vraiment quelque chose et comment est-ce que je vais mettre en place, en gros, les mesures adaptées, l'accompagnement, vers qui je peux me tourner. Moi-même, en tant que chef d'entreprise, je ne sais pas du tout vers qui, en gros, je dois me tourner. Quel numéro de téléphone je dois activer pour éventuellement faire en sorte que la personne, en gros, aille mieux. J'ai quelques pistes pour des stagiaires qu'on va prendre en formation, sur lesquels on est capable d'activer des leviers, mais ce n'est pas forcément les mêmes leviers qu'on va pouvoir activer en fait, sur un salarié lambda au sein de l'entreprise. Et c'est en fait toute la difficulté qu'on a rencontrée. Donc l'objectif, c'était de proposer un dispositif de formation adapté au secteur professionnel. C'est-à-dire que la détection, elle n'est pas le manager est toxique auprès du salarié, c'est le salarié, on se rend compte que par rapport aux signes de détection que nous a donné Nadine, en gros, ce salarié, on se dit, il y a peut-être quelque chose. On va enclencher, bah oui, un entretien avec le manager, oui, avec le RH, oui, mais concrètement derrière, comment est-ce qu'on peut aller plus loin? L'entretien, c'est bien, c'est une chose. On peut peut-être lui dire, bah, prends des congés, éventuellement, ça ira mieux. Mais on ne sait même pas si, même ne serait-ce que ça, c'est le faire aller mieux. Est-ce que le fait de le dire, bah, tu continues à venir au travail, ça va être en gros ta bouée, qui va te permettre de prendre un peu d'oxygène et de sortir de là. Et en fait, même ne serait-ce que ce genre de réaction-là, eh ben, on n'est même pas sûr que ce soit forcément les bonnes qu'on va pouvoir prendre. Et donc, on a construit en gros un programme de formation. Donc, Nadine animera ce programme de formation. Le premier but, en fait, ça va être de comprendre en fait les violences qu'on va rencontrer, quel type de violence il peut y avoir éventuellement derrière, comment en gros les détecter avec le repérage des signes d'alerte éventuellement derrière, et justement comment accueillir la parole de la victime, sans jugement, en étant bienveillant et sans forcément aller sur des propositions de solutions tout de suite et des propositions de solutions toutes faites.
De dire en gros, comme là la personne dans le film, t'as qu'à te quitter, en gros, ton mari, t'as l'argent, tu peux prendre un logement, tu peux partir, et concrètement, pourquoi est-ce que tu viens? En gros, t'as toutes les pistes qui sont ouvertes pour toi. Agir dans le cadre légal aussi, ça c'est aussi une grande difficulté en préparant en fait l'intervention, on s'est rendu compte que le cadre légal, il est très très limite en tant que chef d'entreprise. Jusqu'où je peux aller en fait sur, en gros, une intervention de l'ingérant, jusqu'où je peux aller pour obliger un salarié à rencontrer éventuellement du coup un psychologue, à l'orienter vers des structures extérieures éventuellement derrière. Donc en gros, c'est cette limite-là qu'on veut aussi présenter, qui pour l'instant est mouvant. Je pense que vous allez peut-être... voilà. On sait qu'au niveau politique, il y a des choses qui bougent aussi de ce point de vue-là. Donc il y a des choses qui peuvent évoluer. Mais pour l'instant, le cadre légal, on va dire, il n'est pas forcément non plus dans le cadre de l'entreprise derrière et puis dans les mains du dirigeant. Et derrière, du coup, de connaître aussi l'ensemble des ressources et interlocuteurs vers qui je peux aller. Alors oui, on sait qu'il va y exister des associations, on cite essentiellement Femmes Debout, je remercie de votre présence ce soir éventuellement derrière, mais typiquement, on sait que ça va peut-être pas forcément être le bon interlocuteur en fonction des situations et pas forcément le seul interlocuteur. Donc l'objectif, il est vraiment d'apporter le maximum d'informations auprès du coup de dirigeants, de responsables RH, de managers aussi. Et l'objectif, du coup, on a essayé de le construire pour le faire rentrer dans un cadre aussi réglementaire et aussi contraint, qui est le monde de la formation. Donc on ne peut pas construire ce qu'on veut en termes de formation. Et si on veut que ces formations-là puissent être prises en compte aussi derrière, il fallait un petit peu travailler sur le contenu de la formation. Et puis autre point sur lequel, en gros, pour l'instant, c'est pas encore complètement finalisé avec Nadine. L'objectif, en fait, à l'issue de cette formation, c'est aussi de pouvoir présenter éventuellement un engagement, une charte éventuellement dans l'entreprise, qui peut être aussi le premier signe d'un dirigeant de dire je m'engage. Voilà, je m'engage contre les violences éventuellement, et donc j'affiche en salle de pause, au réfectoire, au vestiaire, j'affiche éventuellement que j'ai pris l'engagement de former en gros des collaborateurs, de former les RH sur ces dispositifs-là, et donc du coup ça veut dire que typiquement on est peut-être capable d'aller ouvrir un peu plus la parole par rapport à ces situations-là. Je vous remercie beaucoup. Peut-être un autre point également, on est en train de travailler, je vous mettais la photo de notre centre, on travaille aussi avec Nadine pour dire s'il y a de l'accompagnement, typiquement sur Dole, venir dans un centre de formation, fliquer une personne, cloner un téléphone, on sait que ça existe, on sait que c'est des dispositifs, des situations qui peuvent exister. Dans un centre de formation, pour nous, on est centre de formation. J'ai été me former, on fait de la bureautique, on peut former en gros sur Word, sur Excel, donc la personne peut aussi venir en accompagnement auprès de Nadine en disant « j'ai fait une formation Word ». Voilà. Donc typiquement, on est aussi là pour garantir que la personne peut venir sans forcément trop de difficultés, alors que de temps en temps, il peut y en avoir de l'autre côté. Donc on est dans le cadre professionnel, on va rester sur l'accompagnement avec la formation. Et ça peut se faire aussi au sein de l'entreprise, si les locaux le permettent, quoi. Mais en tout cas là, c'est officiellement affiché à l'extérieur. C'est un centre de formation. Je suis allée poursuivre une formation. Voilà, c'est tout. Pas censé savoir de quoi on va parler à l'intérieur. Voilà. Est-ce que jusque-là, vous avez des questions? Non? C'est clair? Eh ben, on va vous présenter Aligne Vie, parce qu'en fait, notre objectif aujourd'hui, pourquoi j'ai eu envie et besoin de créer mon entreprise qui s'appelle Personnel, c'était pour effectivement accompagner aussi les victimes de violences, de harcèlement scolaire ou professionnel, pour reprendre confiance en elles. Donc avec Anthony Perrin, préparateur mental, on a créé notre association, on est en train de la créer, qui s'appelle Aligne Vie. Et donc Aligne Vie va proposer plusieurs... le symbole de l'Aligne Vie, c'est une pâquerette, c'est pas une marguerite, c'est une pâquerette. C'est important parce que la pâquerette, le symbole de la pâquerette, c'est soigner les bleus de l'âme ou les bleus physiques. Donc ça rentrait un petit peu dans le cadre. Oui, donc bonsoir à toutes et à tous. Donc Nadine a sa société personnelle, moi j'ai ma société Mental Gagnant, dans la préparation mentale dans le sport et en entreprise. Et en fait, Aligne Vie, ça va être l'association qui nous permet, en fait, son slogan c'est pour aligner au quotidien, je suis, je sens et je fais en fait. Et donc cette association-là, comme ça a été précisé, la petite pâquerette, elle va avoir plusieurs pétales.
dont sensibiliser, informer pour là, les personnes victimes de violences par exemple, mais aussi tout ce qui est sensibilisation à comment aider la personne à s'aligner mieux en fait. Donc apprendre mieux qui elle est, comment elle fait, ce qu'elle ressent et comment elle peut déployer ces choses-là. Et donc aussi bien Nadine avec personnel que moi avec Mental Gagnant, on a des outils d'aujourd'hui. Moi ça fait 25 ans que j'accompagne des sportifs ou des chefs d'entreprise ou des personnes dans le monde du travail. Voilà, Quentin Fillon-Maillet par exemple pour les Jurassiens, ça c'est quelque chose qui est important ici. Et j'aime bien dire Quentin, son premier entraîneur n'aurait pas mis une pièce sur lui dans son premier groupe d'entraînement. Ça révèle bien qu'aujourd'hui on a quand même des capacités qui ne sont pas que l'accompagnement d'urgence, bien sûr quand il y a des situations d'urgence, qui ne sont pas que le côté psychologisant qui peut être très difficile d'accès comme on l'a vu là, mais on a des techniques comme moi pour le sport en fait, où les ados, je vais sur les publics décrocheurs, en école, on fait des manifestations intergénérationnelles dans le milieu rural notamment. Donc toutes ces causes-là, elles vont rentrer dans la ligne vie et il y a une partie qui va être spécifiquement sur, nous on a la culture de l'entreprise, on est chef d'entreprise, donc ce qui nous intéresse c'est vraiment, ce qu'a dit Damien tout de suite, c'est d'aller donner des outils, aider concrètement et après proposer d'autres dispositifs sous forme de stage, sous forme d'accompagnement aux personnes pour permettre de se reprendre en main en fait, de se reconnecter. Vous avez vu la dame déjà, elle se croit folle, donc en fait elle est beaucoup justement dans le mental, dans les pensées, enfin beaucoup des burn-out sont liés à ça. Il faut réapprendre aux personnes à revenir dans leur corps en fait, à être ici et maintenant, comme on le fait dans le sport, que ce soit pour tirer à la 22 quand on est aux Jeux Olympiques, ou comme on a besoin tous les jours pour être ici et maintenant et faire ce qu'on a à faire en fait. Mais il y a des choses élémentaires en termes d'estime de soi, en termes de confiance en soi, en termes de capacité à pouvoir ressentir, faire confiance et commencer à développer ses capacités. Quand les personnes sont dans ces situations, elles sont très loin de ça. Et à la fois, en fait, par des outils simples, concrets, on va les aider par des expérimentations dans leur vie de tous les jours, se reconnecter à elles-mêmes et reprendre de l'assurance et de la confiance. Donc comme on peut le faire chacun de nos côtés avec nos outils respectifs, que ce soit Nadine avec personnel, pour prendre son envol, ou bien moi sur l'accompagnement des personnes au niveau de se réaliser, Mental Gagnant, c'est pour réaliser, pour associer joie et performance de haut niveau. Et le pour, il veut dire être positif, optimiste, utile et réaliste. Donc en fait, pareil, dans le sport de haut niveau, on croit que c'est plus on est dur, plus on sait, plus on fait face à la difficulté, meilleur on est. Ça, on voit bien où ça mène. Et je vous assure que, bien sûr, les nouvelles générations ne sont pas là-dessus. Mais même les trentenaires comme Quentin, ce qui leur ont permis de passer un grand cap, c'est justement quand on l'a aidé à se connecter à sa vraie personnalité, à ce qu'il a toujours voulu faire, indépendamment de ce que pouvaient en penser les gens autour. En fait. Il s'était construit par le travail, par la logique d'investissement, mais il avait beaucoup besoin de faire confiance à son expérience ou à ses ressentis, à son intuition, pour dans les moments capitaux, pouvoir suivre ce qu'il ressentait en fait, à ce moment-là. Donc je vous dis ça, ça peut paraître loin, mais je peux vous assurer que quand on travaille avec les décrocheurs, les PRP maintenant, en projet de redynamisation personnalisée, ce sont des jeunes qui n'ont pas cliqué, qui n'ont pas renseigné les logiciels au bon moment, qui n'ont pas les parents autour qui ont fait ça pour eux pour intégrer une section, donc des lycéens où on a l'obligation de les scolariser, mais qui n'ont pas de classe. C'est ça aujourd'hui. Donc on va, et moi quand on discute avec, ils comprennent qu'en fait, s'ils apprennent les techniques pour reprendre de l'assurance, de la confiance en eux, ils vont comprendre que ça c'est la pression sociale, mais que ce qu'ils ont au fond d'eux, ça leur appartient, qu'ils ont l'âge où tout est possible, et donc ils peuvent reprendre beaucoup d'estime et de confiance, et c'est impressionnant, hein. En rien de temps, c'est ce qu'on veut vous dire là, il n'y a pas besoin de maintenant, c'est très bien les accompagnements longs, comme on a dit, les traumatismes, ça se traite dans la durée, et c'est très long et très compliqué, et des fois on n'en revient pas. Par contre, agir pour soi dans son quotidien, on a de plus en plus d'outils qui permettent aux personnes d'aligner, de mettre un pas devant l'autre, ce qui est quand même la base pour pouvoir se sentir un peu mieux, se réinsérer, rencontrer des gens, reprendre confiance, et puis surtout, arrêter de côtoyer des personnes qui nous nuisent en fait, ou qui sont toxiques pour nous. Donc il faut quand même trouver comment remettre les choses, marche avant quand même, sur ces choses-là. On ne garantit pas que la vie sera rose, mais en tout cas, les éléments extérieurs auront moins d'impact sur notre vie. Et c'est ça qui est important, et ça donne du courage pour affronter les choses. Et c'est
pour ça que c'est important, on ne vient pas du tout squeezer les associations ou les structures qui existent déjà, on vient vraiment en amont, si je veux dire, ou en complément pour des personnes qui n'ont déjà pas conscience qu'elles ont un souci, enfin qu'elles sont victimes, et puis pour reprendre confiance avant d'entamer des démarches beaucoup plus importantes, quoi. Éventuellement des démarches légales pour quitter le mari, pour quitter l'emploi, enfin je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, l'objectif c'est vraiment d'aligner le cœur, le corps et l'esprit. Moi, avec personnel, par exemple, je donne des cours de colorimétrie, enfin, je suis conseillère en image, et donc l'image de soi est très très importante pour l'estime de soi. Et l'estime de soi fait que la personne en face, qui peut être toxique, si vous êtes bien ancré, que vous avez confiance en vous, il n'y a plus d'accroche. La personne toxique, elle ne peut plus vous attraper, quoi. Donc, elle est paire de pieds. Et c'est comme ça que ça s'arrête. Effectivement, on ne changera pas les gens qui sont violents ou malveillants, mais nous, on a le pouvoir sur nos vies, et c'est vraiment ce qu'on veut faire avec Aline Vie, avec Damien aussi. Enfin, c'est vraiment aider les gens à reprendre leur souveraineté pour avancer dans une vie. Même s'il y a des tempêtes, on est comme les arbres, alors on va rester enracinés, on va tanguer un peu, mais ça ira. Les deux pans principaux, c'est l'écoute, ça a été un peu dit, mais vous voyez bien que la personne, elle s'estime déjà, elle, folle par rapport à ce qu'elle vit, donc qu'elle puisse prendre conscience qu'elle est victime et que c'est pas elle qui génère ça, et comme ça a été dit, au regard en plus de comment ça peut être interprété dans notre société, et sur le mental, c'est la même chose. On croit que quelqu'un qui est accompagné, c'est parce qu'il est faible. Moi, j'explique aux personnes, on ne fait pas de la préparation physique parce qu'on est handicapé au départ. On n'a pas conscience de ses capacités, et on est à un moment où on n'a jamais eu autant d'outils simples, pragmatiques, mais efficaces tout de suite pour accompagner les personnes à simplement mieux se connaître, comprendre comment elles fonctionnent et oser tester des choses dans leur réalité. Donc vous comprenez bien que ces personnes-là, elles sont tellement loin de ça au départ que leur proposer une écoute pour qu'elles puissent s'ouvrir et accepter de reconnaître ce qu'elles vivent, et l'étape d'après, c'est de les mettre en route, quoi, en fait. Enfin, c'est de leur permettre de trouver un axe pour recommencer à se respecter, à se reconnaître, et après à connaître ses capacités. Et là, c'est, pour vous le dire pour les sportifs, c'est quasi infini, en fait. On n'a pas conscience de nos réelles capacités, tant qu'on ne veut pas aussi les voir. Et on peut aller très bien, même en ayant vécu des choses dramatiques. Donc, la vie est belle. Oui, parce qu'encore une fois, c'est pas faire table rase du passé, mais c'est développer des stratégies, et ces stratégies-là, accepter ce qu'on vit, c'est pas dire ça n'existe pas, ou c'est pas les préjugés ou les représentations qu'on avait, le profil de l'iceberg, pas ressentir les émotions, montrer que voilà, dans le sport c'est pareil, c'est plus du tout ça en fait. On est maintenant en interaction. Le sportif, Quentin par exemple, il adore le public qui crie, parce que lui il a besoin de stimulation, parce que personne n'aurait jamais cru qu'il arriverait à faire ce qu'il a fait, et il l'a quand même fait. Enfin, je lui dis, quand tu auras fini, le plus tard possible, mais quand tu auras terminé, ce serait bien qu'on aille expliquer justement comment tu t'es construit, parce que ça peut donner. Donc moi, par exemple, avec Mental Gagnant, si je viens sur ces types de projets-là, c'est parce que, voilà, ce qui m'intéresse aussi, c'est de pouvoir donner les clés de comment on fait avec les champions, mais qu'en fait, moi je dis toujours, on est tous champions olympiques du quotidien, parce que tous les matins, il se passe plein de choses, surtout en ce moment. Il faut quand même trouver l'énergie, le courage, puis réaliser sa journée, quoi. Et en plus, si on peut le faire en étant détendu avec le sourire, il se pourrait que justement offrir un sourire, un regard, une attention, un mot gentil, il se pourrait que ça égaye aussi la journée des autres, en fait. Et pour ça, il faut bien pouvoir se positionner, vibrer haut, comme on dit un peu plus aujourd'hui. Donc il faut aller chercher ces ressources-là. Et donc il faut les connaître pour soi, les sentir, puis après les développer. Et ces personnes-là, c'est pas parce qu'elles vivent des graves traumatismes ou qu'elles sont dans des situations terribles quelquefois qu'elles n'ont pas en elles ces capacités-là. Voilà. Ça les définit pas, et leur vie n'est pas finie, et au contraire, elles peuvent en faire quelque chose de grandiose. On peut en sortir beaucoup plus fort, quoi. Et nous, ce qui nous intéresse avec Aline Vie, comme on vous a dit, il y a des personnes victimes de violence, mais il y a aussi, c'est vraiment, que les jeunes reprennent connaissance et confiance en eux, indépendamment de ce qu'on peut leur dire, ou pas d'ailleurs, mais comme je vous dis, pour le décrochage, comme je vous dis, c'est les mêmes clés en fait, c'est apprendre à se connaître, c'est des clés archaïques, mais toi-même, c'est qui tu es, apprends à fonctionner, et essaye pour voir ce qui se passe, expérimente. Et ça, c'est des leviers qui sont
plus on est dans des situations compliquées, ou plus on est précaire, pas dans le côté social, mais dans le côté humain en fait. Donc ça veut dire accepter de reconnaître et de sentir les émotions et de les vivre en fait, et pas de les bloquer comme notre génération après-guerre a été éduquée pour ça en fait. Mais j'explique qu'il y a des bonnes raisons de ça, mais que maintenant on peut passer bien au-delà de ça en fait. Et il est temps pour le coup. Parce que ça va libérer beaucoup de potentiel en fait. Je vous le dis parce que dans le sport, ça se voit par les résultats, mais ça se voit aussi dans le monde économique par comment les personnes se sentent pour faire simplement en étant à l'aise dans ce qu'elles font en fait. D'où l'idée de s'aligner par rapport à ça. Pas que les planètes hein, qui doivent s'aligner. Nous aussi, on peut faire notre part en fait. Ah. Merci. C'est à vous. Madame la députée, si vous avez envie d'intervenir. La députée quand même. Si tous les députés étaient aussi studieux autour d'une table. Bonsoir à vous toutes et tous. Alors, j'avais pas prévu de texte prédéfini et j'avais envie de me nourrir finalement des éléments que vous alliez nous apporter. Peut-être déjà te remercier, chère Nadine, de cette initiative et finalement vous remercier d'être présent parce que ça veut dire que dans votre quotidien, vous avez pris le temps de vous dire que finalement, c'est pas un sujet qui concerne les autres et pas forcément soi. Et je crois que c'est une des premières difficultés qu'on a dans notre société, c'est d'être capable d'être dans cette empathie, d'analyser le comportement des autres, l'attitude des autres. Donc moi, Justine Gruet, j'ai 36 ans, je suis kinésithérapeute de profession et députée depuis 2022. Dans un monde compliqué, hein, le monde politique, cette empathie, ce rapport à l'autre est forcément biaisé, je dirais, par des postures qui peuvent être mises en place. Mais mon métier me fait dire que dans une société de l'instantanéité, j'ai le sentiment qu'on ne prend plus ce temps d'analyser en fait le comportement de l'autre, chose que je faisais beaucoup dans mon métier de kiné parce qu'on est une demi-heure où on échange, où parfois on va aussi chez les gens, ce qui permet d'entrer dans l'intimité. Je suis maman également et j'ai le sentiment que nos jeunes n'ont pas toujours les clés du rapport à l'autre. C'est-à-dire que la gestion d'un conflit, des conflits pour les enfants à l'heure actuelle, je trouve que c'est soit ils se tapent dessus, soit ils s'en vont. Ils sont incapables de discuter, d'échanger, d'essayer finalement de trouver des solutions par la parole et par la communication. Je vais essayer d'être pas trop brouillonne dans les éléments que j'avais envie de vous donner. Et puis, s'il y a des questions, j'y répondrai volontiers. Je suis intimement convaincue aussi que le législateur ne peut pas tout. C'est-à-dire que oui, on a des lois pour vivre en société qu'on respecte, pour justement être capable de vivre les uns avec les autres, mais que c'est aussi individuellement qu'on arrive à faire changer une société. Et c'est finalement ce temps d'analyse de la relation à l'autre qui, pour moi, m'apparaît essentiel. J'ai déposé une proposition de loi il y a quelques mois sur la détection de la maltraitance inconsciente pour les enfants. Parce qu'on a fait, la police nationale et la gendarmerie ont fait d'une priorité les violences intrafamiliales et la lutte contre les stupéfiants. Et dans la violence intrafamiliale, on parle de violence physique, avec des détections, des placements des enfants pour venir les protéger. Mais je trouve qu'on n'a pas suffisamment pris conscience, pour les jeunes tout du moins, de cette maltraitance que peuvent avoir les parents de manière inconsciente sur l'exposition excessive aux écrans, les difficultés avec le sommeil, l'alimentation qui n'est pas toujours la bonne et le manque d'activité physique. Et j'ai, depuis l'élection municipale, pris la délégation de la parentalité sur la ville de Dole. Et en fait, ça fait écho un peu à ce que tu pouvais dire, c'est comment on accompagne et comment on donne les clés. Alors, en tant que parent dans cette cellule familiale, pour justement donner les clés aux enfants et être capable de mieux gérer son rapport à l'autre, j'ai demandé à mon équipe aussi de constituer un questionnaire qui va être envoyé par l'Éducation nationale à l'ensemble des enseignants de ma circonscription pour qu'ils me donnent leur ressenti des relations entre les élèves dans une classe. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a du harcèlement ? Est-ce que quand on lève la main, on ose prendre la parole ou est-ce qu'il y a un sentiment de moquerie ? Et en fait, un peu que les enseignants nous disent, est-ce qu'ils ont justement les clés pour venir détecter une forme de violence, alors à la fois entre élèves et puis potentiellement dans la cellule familiale. Et je dois dire que les réseaux sociaux font beaucoup de mal aussi dans le rapport à l'autre qu'on peut avoir et dans cette gestion de l'instantanéité.
Et dans ce manque d'empathie, parce que vous avez un écran en face de vous, il ne vous renvoie pas finalement cette communication non verbale ou le ressenti qu'il pourrait y avoir. Sur cette forme d'individualisme, en fait, on a aussi tendance à être chacun dans notre quotidien un peu en silo. C'est-à-dire que quand on est au travail, on est au travail, quand on est dans notre famille, on est dans notre vie de famille. On cloisonne aussi pour se protéger et pour être peut-être plus efficace. On n'ose pas forcément non plus, et c'est là où je vous rejoins sur ce cadre légal, se dire, moi, est-ce que en tant que chef d'entreprise, finalement, est-ce que ça me regarde la vie de famille ou les difficultés qu'il peut y avoir au sein du foyer? Est-ce que nous, politiques, en tous les cas, je pense qu'on a un rôle à jouer aussi sur la meilleure communication et les meilleurs moyens dont on peut doter les entreprises, l'école ou les parents. Et il ne s'agit pas de faire à la place, mais encore une fois, de donner l'accompagnement nécessaire pour être le plus juste possible. Un de mes combats à venir, c'est la place de la médecine du travail. Alors, je m'adresse aux chefs d'entreprise et aux entrepreneurs. Il y a une obligation légale de souscrire la médecine du travail, ça coûte une fortune pour les entreprises, avec parfois un sentiment finalement d'inadéquation entre l'attente du salarié, l'attente du chef d'entreprise. Et moi je dis toujours que le politique est au service de ses concitoyens plutôt que de mettre des limites qui ne donnent pas forcément du sens à ce pourquoi ça a été créé. Donc je pense que cette médecine du travail, on devrait progresser aussi sur finalement l'apport que ça peut apporter à l'entreprise, et ça pourrait peut-être être un outil aussi, parce que chacun a son rôle, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément au chef d'entreprise d'avoir ce lien de proximité, de confidentialité aussi avec son salarié, mais au moins qu'il soit capable de réorienter vers les professionnels qui soient le plus adéquats. Je reviens sur cette notion de société dans ce côté instantanéité. Tout ça demande du temps. Et malheureusement, le temps, c'est de l'argent. Et chacun a son rôle, encore une fois, mais parfois, c'est pas beaucoup de temps, mais c'est d'être capable de conscientiser le moment. Et je vous rejoins sur ce côté ici et maintenant, c'est de ne pas être en train de penser à autre chose alors qu'on est en train de discuter et d'échanger. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi au sein de l'entreprise. Ça prend des fois 30 secondes, mais je me souviens, moi, en tant que kiné, un professeur de gériatrie nous disait que quand on arrivait à domicile chez une personne âgée, il fallait qu'on s'assoie à hauteur de la personne âgée et puis qu'on dise comment ça va, Madame Michu? Parce qu'en fait, nous, on était en train de courir d'un domicile à un autre. On est, nous, dans notre rythme qui est totalement en décalage, finalement, avec la personne âgée qui est devant sa télé et qui n'a pas forcément le même rythme que nous. Et l'attention aux autres, c'est ça aussi. C'est être capable de se poser à un moment donné pour justement analyser, alors, à la fois les signes d'alerte, mais encore une fois, on n'est pas tous professionnels de l'accompagnement. Et c'est ça la difficulté. C'est d'être capable d'être suffisamment attentif à des signaux faibles et d'être suffisamment aussi, d'avoir l'honnêteté de dire je ne sais pas faire, mais je retransmets à un professionnel qui justement peut venir accompagner. Après, je parlerai moins parce que pour le coup, c'est pas mon champ de compétences, mais de l'accompagnement et de se dire qu'on a tous les ressources en nous et que encore une fois, chaque âge a sa détermination et je pense qu'il faut qu'on responsabilise chacun au rôle qu'il peut avoir. Moi, je suis une profonde défenseur de la cellule familiale quant à l'éducation. Et en fait, si les parents démissionnent par rapport aux clés et aux armes, entre guillemets, qu'on peut donner à nos enfants pour vivre en société, personne d'autre peut le faire à la place. Après, on a cette vie en collectivité qui s'apprend à l'école. Et les enseignants ont un rôle important d'enseignants, justement, de donner une instruction, mais ils ont aussi ce rôle d'apprendre à vivre en collectivité. Ce qui fait que normalement, on a les atouts quand on arrive dans le monde du travail et dans le monde de l'entreprise pour justement arriver à se positionner individuellement. Vous dire aussi que parfois, on est happé par ce quotidien, on en a parlé, et que c'est intéressant des fois de se poser même une demi-heure, une heure en se disant finalement comment je me positionne, quelles ressources j'ai en moi pour arriver à engager des projets, à engager des choses, parce que c'est un peu la succession finalement de difficultés qu'on peut avoir et une montagne à gravir, alors que si on individualise chaque problème, on y arrive parfois beaucoup plus facilement. Je terminerai peut-être avec ma casquette de députée, encore une fois, avec une circonscription assez
hétérogène, donc l'agglomération du Grand Dole, et puis 4 communautés de communes qui sont beaucoup plus rurales. Et c'était un peu l'enjeu de ce qu'on avait échangé, Nadine. Moi, en tant que conseillère municipale à Dole, je me disais qu'on a des associations, on a un réseau qui est dense, on a des entreprises de qualité qui ont aussi cette capacité à savoir ce qui se fait sur le bassin pour justement réorganiser. Parfois, quand on part dans des territoires plus ruraux, on a moins finalement ce réseau associatif, ce tissu qui fait qu'on arrive à orienter plus facilement. Et c'était du coup l'objectif de se dire, oui, Dole n'est pas si éloigné, pardon, mais il faut qu'on soit capable de déployer en tout point du territoire cet accompagnement et cet accompagnement de qualité. Donc on a un réseau associatif pour ça. Et puis peut-être dire que, encore une fois, il y a cette autodétermination en fait, un collectif, c'est une somme d'individus. Donc on peut se dire que les violences, c'est pas de notre faute parce qu'on n'est pas violent avec les autres. Mais pour autant, justement, si on a ce pouvoir de détection et de main tendue et d'écoute, simplement, sans forcément chercher à répondre, on peut arriver à faire justement qu'on évolue sur une meilleure détection, une meilleure formation et finalement une empathie qui a tendance encore une fois à diminuer à tout âge de la vie, et je pense que les réseaux sociaux ont un rôle essentiel là-dessus, mais j'ai le sentiment notamment chez des jeunes, chez des élèves, que c'est le premier qui emmène le groupe. Donc en fait, ça paraît quelque chose de considérable. On est passé assez vite sur les diapositives du nombre de personnes qui potentiellement peuvent être concernées. Tu as dit 1 sur 6, je crois, une femme sur 6. Donc ça veut dire que finalement on en côtoie et que si justement on est capable d'avoir le premier qui parle ou le premier qui emmène le groupe, il a cette bienveillance, c'est aussi ce qui permet de refaire société. La violence, tu l'as dit, elle peut être physique, elle peut être verbale, elle peut être inconsciente, parce que parfois on ne se rend pas compte que dans notre attitude ou dans notre comportement, on peut avoir quelque chose qui ne répond pas aux attentes de la personne qui est en face. Je conclurai avec une phrase qui m'est chère, qui était affichée au secrétariat du collège dans lequel j'étais, qui disait qu'un sourire enrichit celui qui le reçoit sans appauvrir celui qui le donne. Et finalement, c'est ça aussi, ce rapport à l'autre, cette capacité finalement à se dire, des fois c'est pas grand chose, mais c'est juste l'attention qui fait qu'on arrive à avancer et à évoluer. C'est pas quelque chose qui doit être genré non plus, c'est pas quelque chose qui concerne que les femmes, bien au contraire, c'est pas quelque chose qui concerne que les jeunes, que les personnes âgées, c'est vraiment quelque chose où chacun doit prendre sa place, chacun doit y prendre part. Moi en tant que législateur, on a des choses qui évoluent et qui bougent, mais je le redis, c'est ce que j'ai dit en préambule, on ne peut pas tout attendre du politique, et je crois que si on veut qu'on soit capable de refaire société, c'est aussi l'image qu'on doit véhiculer, de dire on a chacun nos différences, et plutôt que de pointer en permanence ce communautarisme où on se détermine par quelque chose qui nous différencie des autres, bah non, qu'on soit capable au contraire de partager un socle commun de valeurs. Et je crois que c'est aussi cette main tendue que vous essayez en tous les cas de déployer à la fois à l'échelle de cette soirée, mais aussi, je l'espère, en tous les cas, de donner les clés de lecture à chacun et au moins cette prise de conscience. C'est-à-dire qu'on n'aura pas forcément les clés de l'accompagnement d'un bout à un autre, mais au moins être le premier maillon, de dire il y a quelque chose là qui m'apparaît difficile. Et bien souvent, on se confie à quelqu'un qu'on ne connaît pas ou qu'on ne reverra pas forcément. Donc parfois, c'est un mot lâché qui permet d'être cette main tendue, qui permet par la suite d'accompagner. Donc en tant que chef d'entreprise, je vais regarder comment on peut faire avec la médecine du travail parce que c'est pleinement son rôle. Au niveau associatif, on a vraiment des choses de qualité qui se font, notamment avec ce que vous êtes en train de développer. Et puis au niveau de l'Assemblée, moi je reste bien évidemment à votre disposition si vous sentez qu'il y a des leviers qu'on peut activer. Et je ferai un dernier point sur notre jeunesse. Enfin, sincèrement, il faut qu'on leur donne les clés de vivre ensemble. Cette interdiction des réseaux sociaux à partir de 15 ans, avant 15 ans, m'apparaît quelque chose d'essentiel, mais si on ne donne pas les clés à côté, la jeunesse aime bien braver l'interdit. L'objectif, c'est justement qu'on vienne resituer chacun dans son rôle qu'il doit jouer pour qu'ensemble, on arrive à refaire société. En tout cas, merci beaucoup de son invitation, de votre invitation et de votre confiance. Et puis, je reste à votre disposition si besoin. Est-ce que vous avez des questions? Merci. Comment on fait pour vous mobiliser? Eh bien, Combien ça coûte?
Alors, à quel point de vue, au niveau de l'association, au niveau de la formation? Au niveau de l'association Au déjà. niveau de l'association, alors l'association elle est toute nouvelle. Pour nous contacter, on a laissé nos coordonnées à l'extérieur. Et puis on va faire appel pardon au buffet. Ah, d'accord. Ils ont laissé les coordonnées au buffet. Et puis, ça va couper. Oui, on est en train de rechercher des fonds, de l'argent, parce que c'est l'argent qui va nous faire évoluer aussi. Et notre objectif, c'est que nos prestations soient gratuites, ou en tout cas pas trop chères. Donc ça dépendra de l'action qu'on va En faire. fait, on cherche à faire financer Ouais. nos prestations pour que les bénéficiaires, notamment pour aller dans les entreprises, dans les écoles, ça ne va pas les charger en plus. Ouais. Parce que c'est la limite. Et quand on est privé, c'est encore plus compliqué. Parce que l'accès même peut être compliqué ou les dirigeants n'ont pas le temps de toute façon. Donc par ce biais-là, c'est au moins de pouvoir venir sensibiliser, informer. Et après, que les personnes des entreprises, comme ça a été dit, hein, il y a déjà tout un public que vous avez ciblé, Damien, qui puisse venir se former et là pouvoir être rentrer dans un cadre. Mais au-delà du cadre, il y a déjà la sensibilisation, l'information. Et ça, ce message-là, justement, des personnes peuvent prendre des choses pour elles déjà, et même ça, se sentir pas toute seule déjà, ou pas bizarre, et libérer ces côtés-là pour après être écouté ou au moins avoir à donner un peu d'élan. Pour nous, sur la formation, ce sera de toute façon, on a monté une formation qui peut être justement finançable par les dispositifs de financement des formations, donc par les OPCO notamment, éventuellement derrière, puisqu'on se rapproche sur des formations sur en gros la gestion de conflits, sur la communication. Donc on est sur des prises en charge de ce type-là. Je crois qu'on avait calé la journée de formation à 300-350 € pour une journée de formation pour une personne, donc en interne. Donc, on reste pour nous sur des tarifs qui sont finançables par les OPCO et après, bien entendu, par les entreprises éventuellement aussi de l'autre côté, puisque les grosses entreprises n'ont plus quasiment de financement OPCO, même si elles payent, en gros, il n'y a un peu plus grand chose à la fin de l'année. Donc,